Bienvenue à cette nouvelle édition de JDRID. Merci d'être toujours présent, toujours là pour ces conférences qu'on est heureux de vous présenter. On a eu pas mal d'invités très internationaux ces dernières années, et puis cette année, ce sera une édition 100% suisse. Alors, pourquoi la Suisse? Parce que cette année, on a la chance d'avoir deux personnes ici à Lausanne qui ont intégré le jeu de rôle dans leur travail de master. Donc on s'est dit que ce serait dommage de louper une occasion pareille. Et puis après ces deux présentations, on aura une table ronde sur le jeu de rôle en Suisse. Où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Donc sans plus attendre, notre premier orateur, Greg, qui est donc membre d'Art sur l'Ennemi, une association qui fait plein de choses formidables sur comment le jeu de rôle maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire, les nouveautés, comment aller plus loin. Oui, ouais, merci, c'est un talent. Et également, donc, qui va nous présenter entre autres le résultat de ses recherches de mémoire actuelle. En cours, oui. En cours. Parfait. Donc, je laisse la parole à notre premier invité. Bienvenue. Merci. Bonsoir. 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 Alors, comme ça a été dit, en effet, je m'appelle Grégory Tonnet, je fais partie des fondateurs de l'association Art sous l'Ennemi, dont je vois des membres et des sympathisants dans la salle, ça me chauffe le cœur. Et en effet, comme tu l'as dit, on a comme ambition de penser le jeu de rôle sous un angle culturel, académique, pédagogique et artistique, et on fait un petit peu plein d'activités. Moi, j'ai été invité à parler aujourd'hui parce que je suis en train d'effectuer un mémoire sur les transpositions ludiques de la matière de Bretagne. Et mémoire que si tout se passe bien, tout se passera bien, parce que je suis en train de le terminer, je défendrai à la fin de ce semestre-là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'adaptation d'univers dans le cadre du jeu de rôle. Je vous ai fait un mini-plan que je ne suivrai sans doute pas, ça risque d'évoluer selon le temps de parole qu'il me reste. Quelques introductions. Après, pardonnez-moi, je suis un étudiant en lettres avant tout, et du coup je ne résisterai pas au charme de vous balancer quelques notions de politique. Ensuite, on va attaquer le cœur du sujet, sous ce titre, rester fidèle ou oser trahir. Et finalement, on va voir, en tant que créateur, si nous, on veut adapter quelque chose en jeu de rôle, un univers préexistant, à quoi on doit faire attention. Très beau sujet. Lorsqu'on parle de jeu de rôle, ce qui fait le charme et la force du jeu de rôle, c'est cet univers partagé. Et c'est pas par hasard si le jeu de rôle a bondi, a grandi, a pris une ampleur phénoménale avec la sortie du Seigneur des Anneaux en salle. Tout d'un coup, il y avait un univers auquel se raccrocher. Il y avait un univers auquel, ça fait sens. Lorsqu'on dit, vous entrez dans l'auberge du Pelé Fringant ou vous vous promenez dans la comté, direct vous avez en tête cette image-là. Ce qui fait que lorsqu'on parle finalement d'adaptation d'univers en jeu de rôle, c'est quelque chose qui est très fréquent, de se baser sur des fictions déjà existantes. Et finalement, même si elle n'est pas préexistante, cette fiction avec les joueurs finalement devient partagée. Et on est toujours à négocier ces liens de fidélité avec cette fiction qui était déjà là, et cette fiction qu'on essaie d'amener peu à peu ailleurs, ou la faire rester à l'endroit. Et bon, l'univers, dans le cadre des jeux, parce qu'on parle d'univers, on peut aussi le considérer comme simplement vernis. Qui n'a pas déjà vu les innombrables versions de Monopoly? Moi j'ai joué à ça quand j'étais jeune, du coup je jouais plus. Mais en effet, Monopoly Cthulhu, Monopoly Game of Thrones, Monopoly Pokémon. L'univers est là, présent. Lorsque vous jouez à ça, vous êtes content, vous jouez à Pokémon. Et au moins, je le considère comme étant verni, parce qu'il y a relativement peu de liens entre le système, ce qui permet de jouer, et
l'univers auquel il fait référence. Lorsque vous jouez au Monopoly Pokémon, vous ne jouez pas à Pokémon. Vous continuez quand même à jouer au Monopoly. Voilà, certaines cases changent, vous achetez plus des hôtels, vous achetez des Pokémon, et le système reste le même. Bon, bien entendu, tous les jeux de société ne sont pas des vers de Monopoly avec un peu à part, même si, et même dans son système aussi, il y a des fois des petits liens qui sont faits. Mais bref. Là, évidemment, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer un petit jeu qui est de mon humble création et qui est joué ces temps-ci dans les écoles du canton de Vaud, où là, on a un exemple en jeu de rôle d'un univers qui est le quotidien des Romains de l'Empire, qui est mis sous forme de jeu, cette fois à la fois par le système et par le contenu, par l'univers. Lors de cette présentation, on va beaucoup parler de cycle arthurien. Donc évidemment, on rencontrera Pendragon. On rencontrera aussi quelque chose qui est moins connu, qui s'appelle Quête arthurienne. C'est un jeu de rôle qui a été développé dans le cadre d'une exposition à la Bibliothèque nationale de France, sous forme de médiation culturelle pour initier les visiteurs à la matière de Bretagne. Je sors du cadre. C'est pas grave, on suit. Donc initier les visiteurs à la matière de Bretagne en utilisant le jeu de rôle. On va aussi parler... Qu'est-ce qui se passe? Dans un univers un petit peu plus sombre, nous allons aussi parler de Warhammer, qui, vous allez me dire, mais Grégory, tu nous racontes n'importe quoi, il faut faire disparaître ce Warhammer avec ma présentation PowerPoint, parce que cela ne traite pas du cycle arthurien. Mais néanmoins, on verra que Warhammer, dans son aspect bretonnie, est une sorte de contrefaçon du cycle arthurien, et du coup, il revient. Et finalement, je vous ai mis une image, je ne sais pas si vous ne l'avez pas vue, du coup, vous ne savez pas ce que vous ratez, une merveilleuse image de l'extension de The Witcher 3 de Blood and Wine, si je ne m'abuse, où on a aussi là-dedans, si vous connaissez un petit peu l'histoire de Witcher 3, avec ce sorceleur qui dans un univers très sombre va oxyre des monstres, dans cette extension-là se retrouve propulsé dans un pseudo-cycle arthurien, avec chevalier, honneur et tout ce que vous voulez. Et il y a même la Dame du Lac, il y a même Excalibur. Bref, on verra ce qui se passe à ce niveau-là, dans quelle mesure est-ce que finalement on n'est pas en train de trahir notre cycle arthurien en faisant ça. Partant de là, partant de là, au-delà de se demander est-ce que ça trahit, est-ce que ça trahit pas, est-ce que c'est fidèle, est-ce que c'est pas fidèle, l'enjeu de mon travail, de mon mémoire, est aussi de nous questionner sur le sens de ces trahisons, sur le sens de ces contrefaçons. Finalement, pourquoi est-ce que dans ces moments-là, c'est obligé qu'il y ait trahison? Mais là, on y revient. J'ai l'impression que le conducteur est éteint. Ouais, c'est bon, il démarre. Bon, au pire, je sors la clé et puis je m'attaque au... C'est bon, là, tu vas avoir l'image. Tu peux nous dessiner la fiche de The Witcher Oui, bien sûr. Panasonic, merveilleux. Le placement de produit. Je vous remercie Panasonic pour cette présentation. En plus, ça, c'est les notions. Là, je vais aborder les notions, donc c'est cool si elles sont projetées pour éviter de me perdre. Les premières notions que je vais aborder, c'est le game et le play. Vous avez vu comme il est fort. Du coup, je me permets parce que j'ai plus mes commentaires, ce qui est embêtant. Vous avez été spoilé. Ah bah ça, si t'es d'accord de reprendre, nous après on peut couper au montage pour YouTube. Non. Hop. On peut faire toutes les blagues pourries maintenant, c'est ça. Alors, Profitez de voir, il est sorti du cadre. Attention, et vous pouvez plus. Voilà, tant pis pour les blagues. on va ouvrir les commentaires du présentateur. Ça, je le balance là-bas. Zou. Je te l'ai mis en dupliqué, pardon, si tu ne l'avais pas étendre. Ouais, Ah là là. Ah oui, mince. Désolé. Pas... Hop. dupliqué, c'est pas pareil.
Ah, Je vais peut-être un peu sur le sujet. je me suis maintes fois gaussé de ces vieux professeurs qui galéraient avec l'informatique pour leur vengeance. Hop. Voilà, mes commentaires. Merveilleux. Un petit zoom parce que c'est écrit petit. Oui. Donc, je reprends avec mon game et mon play. Bonjour YouTube, on a été coupé. Donc, game et play, bon, c'est une notion que peut-être vous connaissez, mais il faut pas les entendre sous une forme que vous pourrez l'entendre Kaiwa ou d'autres, en mode game c'est le jeu qui est réglé tout bien, et play c'est quand il y a un peu de turbulence, ou l'inverse, ou je ne sais plus. Là j'aimerais les prendre dans le sens un petit peu plus... dont on a plus l'habitude de le considérer lorsqu'on parle de jeux de rôle, et c'est le sens aussi que Henriot lui donne, avec ce game comme des... accrochez-vous, game comme les données axiomatiques qui permettent au jeu d'exister, si vous voulez, les règles, et le play comme l'actualisation de ce game. La partie, si vous voulez. En gros, si je reprends mon exemple de Pokémon, et là je me dis que j'aurais dû renommer la présentation Monopoly Pokémon, transfictionnalité, mais bref. On a tout ce qui est règles, tout ce qui permet de jouer, ce qui permet au jeu d'exister, le système, si vous voulez, dans le cadre de jeux de rôle, mais un système beaucoup plus global qui n'est pas simplement les jets de dés ou je sais pas quoi, mais ce qui permet aussi d'interagir, d'avoir cette intercréativité, pour reprendre le terme de Coralie David. Bref, on a le game qui sont les règles. Là, je vous ai mis un petit exemple du système de ce Monopoly Pokémon. Où vous faites des doubles, vous pouvez avoir des pouvoirs. Et le play, qui est la partie en tant que telle, qui est finalement une des parties possibles sur la multitude et la multitude de parties potentielles que permet ce game. Ça joue ? Donc, à garder en tête parce qu'on y reviendra. Finalement, autre chose sur laquelle je voudrais revenir, et ça va être encore du Henriot. On va considérer le jeu comme le fait Henriot, à savoir comme étant caractérisé par la distance. Henriot, contrairement à d'autres initiateurs des théories des jeux, comme Huizinga par exemple, ne veut pas considérer le jeu comme étant structurel par essence. Huizinga dit oui, le jeu il est limité dans l'espace, dans le temps, il est libre, il est gratuit. Mais Henriot lui dit non, ça c'est un petit peu tendancieux, parce que si on prend par exemple une cérémonie de mariage ou le travail, on peut y mettre ces critères. Et pourtant, lorsque vous vous mariez, lorsque vous travaillez, vous n'êtes pas en train de jouer. Pour Henriot, ce qui est important, c'est la relation du joueur vis-à-vis de son objet jeu. Et il faut qu'il y ait cette distance. Lorsqu'on joue, on a conscience qu'on est en distance par rapport à ce qu'on fait. Lorsque vous êtes un acteur, et par conscience que vous n'êtes pas Don Juan. Je vois qu'il rigole là. Lorsque vous faites du jeu de rôle, évidemment que vous êtes conscient de ne pas être votre barbare niveau 5. Et du coup, quand il n'y a plus de distance, on ne joue pas, on est aliéné. Si on se prend vraiment pour le barbare niveau 3, ou si on se prend vraiment pour Don Juan. Et si la distance est trop éloignée, on ne joue pas. On n'est pas dans ce rapport-là. Du coup, il reprend vraiment ce sens de jeu comme deux pièces qui ont du jeu entre elles. Par exemple, il faut que je vous dise ça aussi. Une autre auteure fait une lecture de cette distance de Henriot comme étant le lieu des possibles aussi.
s'agit de Bon Enfant, qui nous dit dans un article qu'elle a fait dans les sciences du jeu en 2013, en fait, pour qu'une structure jeu soit jouée, pour que le game soit playé si vous voulez, elle doit nécessairement laisser un espace d'appropriation aux joueurs, aussi restreint soit-il. Et cet espace d'appropriation, c'est aussi cette distance, c'est aussi cette lecture du jeu d'Henriot. Lorsque vous jouez au morpion, là, lorsque vous vous rendez compte que tous vos coups sont des choix logiques, et que finalement, du coup, si vous êtes un bon joueur logique, vous ne respectez, enfin, vous faites tout le temps la même chose, là vous cessez de jouer. Vous n'êtes plus en train de jouer, votre espace est trop réduit. Et j'arrive à quoi? Ah oui. Bon, là je vais faire un petit exemple avec le game, le play, et finalement cet espace de liberté qui permet d'avoir une multitude de contingences dans le play. Qu'est-ce que je veux mettre ensuite? Ah oui. Ouais, voilà, vous voulez cocher diégèse pour ceux qui font le niveau. Alors, un petit passage à Genette. Bon, en gros, ça va niveau notion, vous endormez pas, vous inquiétez pas. C'est relativement simple. Le monde, considérez ça comme l'univers dans lequel la fiction prend place. La diégèse, c'est le cadre du récit. Et finalement, le récit, c'est un petit peu l'aventure en tant que telle. C'est en gros c'est quelque part le play aussi d'une certaine manière. Bon là c'est un sujet relativement complexe, je ne vais pas rentrer à fond dans le récit parce qu'on pourrait opposer aussi le récit à l'aventure, mais je ne le ferai pas. Par exemple, pour mon fameux exemple de Pokémon, bon, voilà, on a le monde de Pokémon, le monde. La diégèse étant la région dans laquelle on va jouer, parce qu'on joue au premier Pokémon, et le récit, finalement, si vous devez raconter votre aventure Pokémon, oui, alors je suis devenu maître de la ligue, etc. etc. Bien entendu, surtout pour la diégèse, ça peut être quelque chose de relativement modulable. Par exemple, si on prend le cas de Warhammer, le monde de Warhammer, la diégèse, dans le cadre, si vous faites jouer un huis clos, ça peut être juste être une auberge de Talabain, par exemple, avec le récit qui est une bagarre de taverne. En gros, si vous voulez différencier vraiment diégèse et monde, on peut dire que le monde peut être évoqué, il sert de référence. Dans l'appel de Cthulhu, votre personnage peut dire « Ah, tu te souviens de notre voyage à Paris ?» alors qu'ils sont sur une barque en train de faire route vers l'Antarctique ou j'en sais rien. Paris existe, il fait donc partie du monde. Mais si vous êtes dans l'auberge de Talabain et vous dites est-ce que tu te souviens de notre voyage à Paris, là il y a la police diégétique qui débarque, qui vous tape dessus, parce que non, ça n'existe pas. Dans un jeu vidéo, évidemment, il y a des liens entre ces trois éléments-là. Évidemment, dans votre bagarre d'auberge, vous cassez une vitre, la diégèse se retrouve influencée. Et dans un jeu vidéo, ces changements sont contrôlés et prévus, ils sont codés la plupart du temps. Or, dans le cadre d'un jeu de rôle, comme il y a intercréativité, finalement on ignore quelles conséquences l'aventure aura sur la diégèse et aura sur le monde. Du coup, dans le but de préserver notre univers joué, cet univers préexistant auquel on veut rendre hommage lorsqu'on fait une partie de Pendragon, de quête arthurienne, pour éviter cette contamination, est-ce qu'on ne devrait pas ranger nos livres de jeux de rôle et partir sur des explorations d'univers moins interactives, comme des contes ou un livre? Qu'est-ce que je vous ai mis ici? Oui, alors, à ce niveau-là, face à un univers préexistant, comment rester fidèle? Je vous propose deux pistes d'exploration pour aujourd'hui. Déjà, regardons comment le game, comment le système permet cette fidélité et oriente un certain play. Et après, nous regarderons aussi le contenu en tant que tel, surtout pour les contrefaçons, de quelle mesure il est fidèle ou non. Ici, on est avec quête arthurienne. Donc, pour quête arthurienne, au niveau du système,
bon là on a la fiche de perso, la personnalité du personnage joueur prend la dénomination de vertu. On voit ici bravoure, courtoisie, droiture, charité, loyauté, piété, tempérance. Les vertus peuvent baisser ou augmenter selon l'interprétation des PJ, des personnages joueurs. Et dans ce cas-là, le système oblige nos joueurs et joueuses à être chevaleresques. Ça les force à la vertu. Si... Voilà, je vous ai montré rapidement comment le système fonctionne. Plus une vertu est élevée, plus vous pouvez lancer un dé de vertu. Si vous avez 3 en piété, ben, le meilleur pour vous c'est d'avoir 3, ça s'appelle une réussite de 3. Et la petite particularité de ce système, c'est que vous lancez plein de D6 selon le don auquel vous faites appel, selon la vertu, selon aussi vos possessions. Et bref. Je vous montre un petit exemple de partie. C'est dans le cadre de mon mémoire, j'ai enregistré une partie de jeu de rôle de quête arthurienne. Donc les PJ viennent de sauver une jeune dame, Alice, de l'attaque d'un lion noir. Cette dernière tente de marchander une récompense et voit son score en charité baisser en punition de cette action vénale. Dans ses sanglots, elle tente de vous remercier. Merci, braves chevaliers et chers aventuriers, vous m'avez sauvé d'un bien vilain destin. Là, il y a la joueuse qui jouait Mouna et rire des joueuses. Une récompense. Et là, j'interviens. T'as combien en charité? Non, non, mais c'était une blague. Bah, tu descends à 3. Non. Et puis plus tard. Mais suis-je bête? Suivez-moi au château de mon père. Nous vous remercierons comme il se doit. Mais ce n'est pas nécessaire, voyons, nous allons faire ça par grandeur d'âme, nous n'allons pas vous ennuyer. Et un exemple ici, à quel point justement le système offre un petit lien de récompense, punition, selon l'interprétation des joueurs et joueuses. Hop. Dans quête arthurienne, si on regarde au niveau des personnages joueurs, ils ont... quête arthurienne définit ces personnages comme ayant un rôle avant tout, et ça détermine les domaines de prédilection de ces personnages. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, on peut jouer le chevalier, mais on peut aussi jouer plein d'autres personnages. On peut jouer la dame, qui se décline en dame de cour, garçon manqué ou sorcière. On peut jouer le ménestrel, qui se décline en musicien, espion, chroniqueur, des gens de foi, des serviteurs, etc. etc. C'est un élément singulier dans un jeu de rôle arthurien, parce qu'on a aussi la possibilité de jouer une femme chevalier. Et c'est proposé directement par le manuel, qui nous dit, je vous ai pas mis la situation, mais si les chevaliers sont dans une écrasante majorité des hommes, il est également possible que des femmes accèdent à ce statut. Les personnages des joueuses étant par nature exceptionnels, il n'est pas exclu qu'un personnage féminin occupe ce rôle. Pourquoi pas conduise des armées comme Jeanne d'Arc plus tard. Là, on... Ah, pardon. Ah, c'est embêtant, ouais. Ici, on sort d'une représentation à la Chrétien de Troyes, où c'est le chevalier solitaire qui s'en va en errance vivre ses aventures. On est au contraire dans la possibilité de jouer finalement des figures non centrales du cycle arthurien. Et de ce point de vue, il y a une trahison de la part de quête arthurienne vis-à-vis de son matériel de base. Si je ne me perds pas dans mes notes. Ah oui, il y a un sujet, il y a aussi une déclinaison, enfin le garçon manqué, sans être un chevalier, permet à un personnage féminin de se démarquer par sa force et des prouesses guerrières. Le jeu propose aussi aux personnages féminins d'être des descendants des Amazones pour justifier le talent pour le combat. Alors, approche particulière pour deux raisons. D'une part, la quête arthurienne élargit le rôle que peuvent avoir les femmes en ne faisant pas uniquement des figurantes. Et d'autre part,
les différents rôles s'éloignent de la représentation classique d'une aventure de chevalier sous la plume d'un auteur médiéval. C'est tout à fait possible que le groupe d'aventuriers soit constitué uniquement de ménestrels ou un groupe de fées. Dans le cas de la partie enregistrée, on avait un chevalier, Sagrémor le Sombre, ouais, très chevaleresque. On avait la fée avec son raton laveur, et puis on avait un chroniqueur. Et pourtant la partie a quand même pu avoir lieu, et c'est bien passé. Contrairement à Quête arthurienne qui note ses vertus de 1 à 6, Pendragon préfère une échelle allant de 1 à 20. Et dans ce cas-là, en fait, tous les joueurs commencent avec les mêmes traits, les mêmes valeurs aux différents endroits. Et le truc qui est particulier, c'est qu'ici, ça marche par paire d'opposés. Les scores vont de 1 à 20. Si vous avez 15 en chaste, vous aurez 5 en luxurieux. On est plutôt dans une dimension à 2 échelles où c'est pas uniquement la vertu qui est récompensée, mais c'est plutôt les extrêmes. À la fin d'un scénario, ou à la fin d'une saison, les personnages peuvent gagner de la gloire s'ils dépassent une certaine valeur dans une extrême ou dans l'autre. Donc du coup, bien que les deux systèmes de Quête arthurienne et Pendragon permettent, mettent en système le roleplay des joueurs, comme on a vu dans les exemples, c'est surtout présent dans Quête arthurienne, cette sanction, parce que la perte d'un point de vertu équivaut à une pénalité lors du jet de dés. Alors que dans Pendragon, c'est plutôt une évolution du personnage. Et je vais vous montrer un exemple qui illustre encore cet enjeu ludique que crée le système, surtout de Quête arthurienne. Parce qu'au-delà de volonté de simulation d'un personnage du cycle arthurien, il y a un jeu qui se met en place entre là où le meneur de jeu et les joueurs et joueuses, où finalement le meneur de jeu va tenter peut-être de piéger ces joueurs et joueuses. Par exemple, les personnages joueurs rencontrent une fée dans les bois, responsable de la transformation du frère d'Alice en lion. Le meneur de jeu piège R. Excusez-moi du langage. Vous voyez la petite pute là, comment elle s'appelle déjà? Alice. Silence, puis rire discret de R. Bon voilà, tu perds un point en courtoisie. Puis du coup, ouvrir dans l'ensemble des joueurs et joueuses. Au niveau, là, du coup, on vient de voir que le système amenait un play, le game amenait un play qui poussait une certaine vision, en tout cas, du cycle arthurien, caractérisé par les vertus, le chevalier courtois par excellence. Au niveau du monde, Quête arthurienne s'est amusée a fait l'effort de mettre en système une énorme quantité de personnages célèbres, de personnages mythiques de la table ronde et autres. Puis on a Gravin, en bas on a Arthur, qui sont vraiment mis en système selon Quête arthurienne, afin que ça peut être joué. On peut rencontrer Arthur, voici de quoi le faire, clé en main. Néanmoins, c'est dommage parce que ça contraste avec... ce qui est dommage, c'est que ça contraste avec le scénario d'initiation de Quête arthurienne, où là on a un peu un scénario de poche, où les joueurs ne rencontreront jamais des personnages très connus du cycle arthurien. Certes, il y a Guéréette, mais sinon les Arthur et autres, ou Merlin, on est que quick. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est vraiment une force de ce Quête arthurienne, c'est cette mise en système, puis aussi des lieux et des objets, avec chaque fois des appels à l'aventure pour chaque personnage. Et puis encore, ce Guéréette, il est même un petit peu figurant. Là, oui, bon, là, il y a un petit cadre. Dans le cadre de Pendragon, on a aussi, au niveau du monde, on a toute une chronologie
ce cycle arthurien, on essaie d'ancrer ce cycle dans la vraie et grande histoire. Et on a aussi la mise en système de certains personnages, avec ici Arthur. Après, bon certes, tous ces éléments-là nous poussent à une certaine fidélité à respecter ce matériel d'origine, mais dans un contexte d'intercréativité, qu'est-ce qu'on fait si les PJ tuent le roi Arthur? Si les PJ retirent l'épée d'Excalibur, ou si tout d'un coup ils empêchent Merlin de rencontrer Viviane, ou j'en sais rien. Il y a tous ces éléments de pli parasites possibles qui, dans notre dispositif, sont un réel risque. Si nous, notre intention est de... Enfin, si c'est avec une partie entre potes, voilà, ça arrive, c'est pas trop grave. Mais dans mon cas, où par exemple je dois aller faire jouer le quotidien des Romains de l'Empire dans des classes, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, mes joueurs commencent à faire n'importe quoi, commencent à sortir des sabres laser ou je sais pas quoi. Comment ne pas gâcher la partie en disant non, stop, on arrête, maintenant on est sérieux? Comment est-ce qu'on conserve cette fidélité? Et aussi, comment est-ce que... et si on ose la fantaisie, si on ose, par exemple, admettons, j'ai envie de faire cohabiter mon roi Arthur avec, je sais pas moi, l'Allemagne de la Renaissance. J'ai envie que Arthur il se batte contre des orques. J'ai envie qu'il puisse aller discuter avec des nains, que en fait Viviane ça serait un elfe des bois, qui a toute une politique. Comment je fais si j'ai envie de jouer ça, de mélanger ces ambiances sans que, pour moi et pour les joueurs, ça fasse bizarre, ça fasse... Mais t'es en train de faire quoi? Attention, police diégétique, oulala. En fait, ce que je suis en train de vous décrire, c'est Warhammer. Warhammer, contrairement aux autres jeux, il se situe pas dans un univers arthurien. Il est dans un univers qui lui est propre. Pendragon, qui est arthurienne, voilà, ça s'inscrit clairement dans une logique de transfictionnalité par rapport à la matière de Bretagne. Mais le lien entre Warhammer et le cycle arthurien, il n'est pas aussi clair. Il ne s'agit pas d'une continuité, d'une version, d'un croisement. Warhammer n'est pas une transfictionnalité de la matière de Bretagne. Alors pourquoi est-ce que je vous parle là maintenant de Warhammer? Parce que bien qu'ils ne déroulent pas dans la matière de Bretagne, il y a reprise, il y a empreinte cet univers. En jouant à Warhammer, on peut explorer, si nos pas nous mènent en Bretonnie, une contrefaçon du monde arthurien. Contrefaçon parce qu'il y a clairement une volonté de copie. Mais en même temps, une distanciation. Car il est clair que toutes les entités qui sont décrites ne sont pas celles de la matière de Bretagne. Ainsi, on a la pseudo-Grande-Bretagne, sous le terme de Bretonnie. On a un pseudo-Graal, une pseudo-Dame du Lac, etc., etc. Et on peut se demander pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se distingue ainsi de l'univers arthurien? Un élément de réponse se trouve dans la question même. L'univers de Warhammer n'est pas l'univers arthurien. Warhammer ne se limite pas à la Bretonnie. Là, je pense que je ne vous apprends rien. En effet, on a cet empire qui fait penser à la Renaissance. On a Kislev, qui est une sorte de Russie fantasy. Bref, Warhammer fait partie de ces univers qui composent son monde sous forme de patchwork ou d'archipel. Il est donc nécessaire, comme les différentes îles de l'archipel, pour devoir communiquer entre elles, il est nécessaire de mettre en place des stratégies qui permettent leur cohabitation et leur coexistence. Et une de ces stratégies, c'est l'utilisation de la contrefaçon. Puisque l'univers arthurien ne peut pas cohabiter avec ce que les créateurs de Warhammer souhaitent en faire, on crée une copie. Et on signifie aux joueurs et joueuses que c'est pas le vrai. On peut ainsi comprendre la contrefaçon comme une manière de résoudre la problématique
et au fait que la lectrice ne peut qu'avec peine se représenter une transivité des liens transfictionnels. C'est ce petit grincement qui fait que si vous êtes en train de jouer à Warhammer, vous ne pouvez pas voir débarquer Super Mario. Il y a un problème. C'est ce problème de transivité des liens transfictionnels, c'est ce que j'appelle la police diégétique. C'est ce truc de ça colle pas. Et du coup, on est obligé d'amener la contrefaçon. Alors, donc, par une reprise volontairement non fidèle, Warhammer empêche la joueuse de ressentir une tension découlant d'une situation où la diégèse de l'univers Warhammer entrerait en conflit avec le canon établi de la matière de Bretagne, ou du moins le canon que se représente la joueuse ou le joueur. Parce que, évidemment, que si on parle de transfictionnalité en termes de cycle arthurien, le cycle arthurien, c'est que des reprises et des reprises et des reprises et des réécritures. Bon, là, je vous montre le supplément des Chevaliers du Graal, qui est le supplément pour le jeu de rôle Warhammer. Hop. Ben voilà, par exemple, donc ça, ouais, 45, mais je ne vais pas, là, on va pas vous le lire en entier. Et là, on a un chevalier, enfin le chevalier vert, le chevalier du Sinope. Il y a un chevalier vert dans le cycle arthurien, mais ce n'est pas du tout le même personnage. Là, ça serait, dans l'univers Warhammer, on a le doute que c'est Gilles le Breton qui serait ce personnage. Donc, notre ami Gilles qui a bu dans une coupe en or un Graal, et ça lui a donné le pouvoir de combattre lui ainsi que les autres chevaliers. On a aussi notre pseudo Dame du Lac qui reprend tous les lieux communs qui sont associés à la véritable Dame du Lac, la pureté, la noblesse, le courage face au danger. On a dans le main, elle tient le Graal, parce que dans Warhammer, elle fait boire le Graal aux chevaliers vertueux pour leur donner de la force. Fait intéressant avec cette pseudo-dame du lac, qui est une fée, enfin plutôt fait intéressant avec les fées, devrais-je dire, c'est que là on a un exemple de frontière un petit peu où on voit les coutures du patchwork. En fait, pour faire coexister les fées du cycle arthurien dans Warhammer, il faut donner une raison d'être à ces fées, autre que c'est des créatures de l'autre monde. Dans l'univers Warhammer, les fées, en fait, c'est les elfes sylvains qui habitent dans la forêt à côté, la pseudo-brocéliande. Les fées de Bretonnie sont en réalité que les elfes sylvains d'Athel-Lorraine. Les Bretoniens ne sont pas étrangers à la race elfique, ils commercent avec eux, mais néanmoins ils sont dans l'ignorance. Et voilà, ils se les représentent comme fées parce qu'ils ne savent pas en fait que c'est juste des elfes sylvains. Donc on a aussi une torsion du contenu par moment. Par exemple, qui se veut un peu critique, voire satirique avec le cycle arthurien. On n'est pas uniquement dans de la contrefaçon, on a aussi on parodie aussi par moment. Là par exemple, ici on voit ça c'est des pèlerins qui, lorsqu'un chevalier, ils accompagnent un chevalier, et lorsque le chevalier il meurt, ils se ruent sur le chevalier pour lui piquer les reliques, des fois ils l'aident même un petit peu à mourir, parce que les reliques c'est vraiment considéré comme sacré. Les images sont tirées du jeu vidéo Total War Warhammer, qui permet la petite trahison en plus d'avoir deux Graals dans la même bataille. Mais passons, c'est sans doute une réplique. Bref, la matière de Bretagne est aussi transmise par le système des carrières dans Warhammer. Donc dans Warhammer, lorsque vous faites évoluer votre personnage, en fait, il change de carrière et puis il rajoute des points. C'est ce que je vous ai noté un petit peu ici. On va pas lire tout cela. En même temps, si nous nous attardons sur ce qui est repris, eh ben,
on remarque que les protagonistes du cycle arthurien ne sont, eux, pas présents. Il est tentant de voir dans Gilles, l'unificateur, premier roi de Bretagne, une figure du roi Arthur en raison de similitudes dans leur parcours. Ils sont symboles de l'unification d'un royaume, et ils ont tous deux un départ vers l'autre monde au moment de leur mort. Donc là, mortellement blessé, Gilles eut une vision et demanda à ses compagnons de le mener sur la rive d'un lac proche. Une embarcation aux allures funéraires l'y attendait, et les chevaliers placèrent le roi sur la bière avant de regarder le bateau, dénuer l'équipage, le porter dans les brumes et hors de ce monde. La croyance veut que ces dernières paroles fussent une promesse. Quand la Bretagne sera en grand péril, quand tout espoir sera perdu, je reviendrai vous aider. Et en fait, lorsqu'on compare ce passage à la mort du roi Arthur dans le roman éponyme, eh ben, on retrouve l'embarcation. Bien que les fées soient absentes pour Gilles, il y a des fées chez Arthur. Il y a cette notion d'emmener le roi ailleurs. Et Gilles, au même titre qu'Arthur, il a cet espoir de retour. Bon, néanmoins, Arthur, lui, il n'a pas besoin d'être transporté dans la barque, alors que dans la version de Warhammer, c'est un petit peu plus fantastique que merveilleux. Et malgré ces points communs, comme je vous l'ai dit, c'est imprudent de voir en Gilles un pseudo-Arthur, car il y a de nombreux éléments qui ne concordent pas entre les deux souverains. Excalibur et l'épée du rocher sont absentes du récit de Gilles. Leurs batailles et exploits sont bien distincts, ainsi que la cause de leur mort. Gilles, il trépasse à gauche, je crois que c'est une flèche tirée par un orc, et Arthur, c'est Mordred et compagnie. Le Graal est présent sous forme de coupe dans les deux, soit cycle arthurien et encore, dans le cycle arthurien, le fait que le Graal soit une coupe, c'est jamais précisé. Hein. Par contre, dans Warhammer, oui, c'est clairement une coupe. Et le Graal est même trop présent. Parce que dans Warhammer, c'est vraiment un but pour si on a une carrière de chevalier bretonnier, c'est un but d'aller boire dans cette coupe, et le jeu continue après. C'est un rite de passage obligatoire dans Warhammer, pour tout personnage souhaitant devenir chevalier du Graal. Et c'est aussi exagéré de penser qu'il est facilement trouvable quand même, mais c'est pas la finalité, quoi. Par exemple, voilà, là je vous ai mis une petite image du jeu vidéo encore. Dans Warhammer, vous pouvez prendre la carrière de chevalier de la quête, qui a comme débouché chevalier du Graal. Tant que vous n'avez pas bu dans le Graal, vous êtes chevalier de la quête. Puis après, une fois que vous buvez, vous devenez chevalier du Graal. Bref, ce qui est intéressant avec ça, c'est que la transposition dans l'univers de l'univers arthurien dans Warhammer ne suit pas une cohérence précise. Il y a contrefaçon, si vous voulez, d'une ambiance arthurienne. Il n'y a pas d'un récit arthurien. Donc on reprend l'ambiance et il faut donner l'impression aux joueurs et joueuses d'être comme chez le roi Arthur et pas de revivre les histoires de chrétiens de Troie. Et en ça, Warhammer fait une grande différence par rapport à aux autres œuvres dont j'ai parlé ici, ma quête arthurienne et Pendragon. Mais du coup, un petit peu sans transition, complètement sans transition même, en voyant tout ça, si nous on veut, par exemple, faire jouer une quête arthurienne, si on veut faire jouer le Seigneur des Anneaux, ou même un événement historique, comment est-ce qu'on peut penser l'adaptation? Je me permets en guise de conclusion de donner juste 2 pistes. La première, c'est de se demander à quoi veut-on jouer? Et c'est du coup l'importance du contrat avec ses joueurs. On joue à quoi? Est-ce qu'on cherche à s'inscrire dans un univers connu?
est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on accepte de démolir certaines choses qui sont immuables? Et ça, je pense que dans ce contexte-là, vos meilleurs alliés pour maintenir finalement ce monde cohérent, vos meilleurs alliés sont vos joueurs, qui eux aussi ont envie de jouer à ce que vous leur proposez. Lorsque je faisais la campagne des masques de Nyarlathotep, je les présentais directement à mes joueurs. Les gars, on fait les masques. On fait cette campagne, vous allez voir, ça va être superbe et tout et tout. Et du coup, c'était assez paradoxal parce qu'aucun d'entre eux ne savait pourquoi est-ce qu'ils allaient d'un pays à l'autre, mais ils y allaient. Parce qu'il y avait ce contrat de base de ok, on fait les masques, il faut aller voyager et tout et tout. Et même dans des jeux de rôle historiques où il y a des événements qui doivent vraiment rester en tant que tels, les joueurs, les joueurs et les joueuses, une fois qu'elles ont conscience de cette contrainte-là ou de ce plaisir de jeu-là, sont vraiment très coopératifs. D'où l'importance du contrat. Finalement, et puis aussi, trahir ou ne pas taper, c'est pas grave du tout. Les joueurs tuent le roi Arthur et prennent leur place, allez, regarde ce qui se passe. Mais tant que dans le contrat initial, ça a été dit, ou c'est compris et su par tous, que voilà, on y va et puis on démolit ce monde arthurien et on y prend beaucoup de plaisir. Dans l'autre point, j'ai contrôlé le lien récit-diégèse-monde. Donc il y a un autre petit truc, si vous êtes toujours une fois que le contrat est établi, Kaira dans son article sur jusqu'où peut-on changer le monde nous dit que certains meneurs de jeu, en fait, pour rester dans la cohérence de leur monde, font en fait ce qu'on appelle des poches. Ok, vous jouez dans ce cycle arthurien, mais uniquement dans ce coin paumé au sud de l'Écosse où vous n'avez rencontré ni le roi Arthur, ni Merlin, ni quoi que ce soit, qui va pouvoir influencer d'autres choses. Vous allez me dire, oui, bon, c'est bien joli, mais quel est l'intérêt d'eux? Si vous jouez dans un univers qui, par exemple, est commercialisé ou qui est édité et dont la suite va sortir, c'est intéressant pour vous de conserver le monde tel qu'il est présenté dans le livre de base, pas partir complètement ailleurs. Certains manuels ont des petits codes en mode code rouge, code orange, pour dire si ces éléments-là sont essentiels à l'intrigue pour que la campagne puisse être sur les rails. Et c'est sur ces deux considérations que je vais terminer ma présentation. Je vous remercie en tout cas de votre attention et si vous avez des questions ou des remarques, on a encore un petit peu de temps avant la conférence suivante. Merci beaucoup. Peut-être une question. Tu as parlé pas mal de deux personnes qui pensaient le jeu au début, c'est qui? J'ai oublié les noms par contre. Alors, Henriot, il faut retenir Henriot avec un H. Puis le premier c'est Huizinga, qui est moins facile à retenir, mais c'est vraiment il est dans les Game Studies, il est considéré comme un pionnier en fait. Mais si tu lis le jeu de Henriot, fais un retour sur que dit Huizinga, que dit Kaiwa, qui est un continuateur. Donc le jeu d'Henriot est vraiment c'est du game design plutôt jeu vidéo, non? Game Studies à ce niveau-là. Parce qu'Henriot, quand il a écrit c'est pas très récent, Henriot. Il traite vraiment pas trop de jeux vidéo, mais après, bon, je suis pas un expert de jeux vidéo, mais il y a Joule, niveau jeux vidéo. Il y a aussi Calera qui en traite pas mal et qui fait des chouettes trucs. Même Henriot. Non, j'arrive pas à me distancier pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être pour toi, ton avis?
est-ce que c'est... Tu as parlé de fidélité par le game et fidélité par le monde. Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre pour toi? Ou lequel est plus important? C'est très personnel comme réponse que je vais dire là, mais moi j'ai un attachement pour que lorsque la fidélité est transmise par le game, tu peux être fidèle à une œuvre en te détachant beaucoup du contenu en fait. Dans le sens par exemple, admettons, tu reprends le système pour Dragon comme il l'est, puis tu essaies de le mettre dans un univers de SF, par exemple dans un univers Star Wars. Camelot 3000. Exactement. Oui, puis à ce niveau-là, ça crée des effets de sens super intéressants de, finalement, quand tu enlèves le contenu, qu'est-ce qui reste en termes de fidélité? Parce que la fidélité n'est pas uniquement retransmise par le contenu. Il y a aussi un style, il y a aussi une ambiance. C'est là tout le convient comme... Parfait. Là, tu avais trois exemples justement d'adaptation et qui, à chaque fois, donnaient quand même pas mal de liberté, privilégier la liberté et les options pour rendre des jeux quand même assez accessibles. Est-ce que tu as croisé au contraire des espèces de dogmes, de manifestes qui disent non, faites pas les cons, c'est sérieux et essayez quoi qu'il arrive de coller à l'esprit au moins autant que possible, ou est-ce que c'est un truc qu'on trouve juste dans certains groupes minoritaires, radicalisés? En tout cas dans les corpus que j'ai pu étudier, tu as toujours ce truc qui est très fréquent dans les manuels de jeux de rôle en mode ceci est une boîte à outils, vous pouvez le prendre, vous pouvez le jarter. Par exemple, dans Warhammer, sur le supplément de la Bretonnie, ils disent oui, les femmes ne peuvent pas être chevaliers du royaume, chevaliers de la quête, etc. Mais tu as toujours le petit encart en mode si dans Warhammer le sexisme ça vous dérange, vous pouvez le jarter et faire en sorte que. Puis comme on l'a vu aussi dans qui est arthurienne, où là aussi c'est très en mode oui, alors, pas de soucis si vous voulez faire des femmes, mais là encore beaucoup plus inclusif que dans Warhammer. Après, pour des cas où ça colle vraiment dur chez dur, pour l'instant je n'ai pas rencontré ça. Tu as donné des exemples de respect, d'adaptation, on va dire libre, voire de contrefaçon manifeste sur le cycle arthurien. Est-ce que tu aurais les mêmes sur le Seigneur des Anneaux? Donjons et Dragons. Mais Burning Wheel aussi. je parle sans source, donc je sais pas ce que je raconte, mais je pense clairement, c'est pas un domaine que j'ai encore pleinement étudié parce que ça demande d'avoir des connaissances sur les corpus ou autres, mais ça ne me surprendrait pas du tout qu'en effet il y ait plein de reprises de plein d'autres univers, que ce soit apporté par le manuel et donc le créateur de jeu, mais aussi pour les joueurs. Je pense que ceux qui ont joué dans un univers de SF en jeu de rôle ont dû tenter de mettre la main sur un sabre laser. De ce point de vue-là, sur la relation entre le game et le play, est-ce que, par exemple, la fidélité par le play serait possible, ou est-ce que c'est quelque chose, le play est considéré plutôt comme intrinsèquement dissident, qui va forcément aller s'éloigner de l'univers? Alors, le play découle du... comme on l'a vu là, le play découle du game. Et après, c'est une sorte... c'est une sorte d'outil dans le sens où oui, tu peux faire des trucs qui, tout en respectant le game, parce que si tu ne respectes plus le game, tu triches en fait. Mais tout en respectant le game, trahissent ou rend hommage. Ça fait partie de cette marge de créativité qui nous reste encore à explorer. C'est ce que Bonenfant dit, si on peut se représenter tous les plays possibles, on arrête de jouer. C'est parce que notre esprit humain n'arrive pas à se les représenter tous qu'on continue. Et c'est valable lorsqu'on joue aux échecs, mais c'est encore plus valable lorsqu'on mélange le jeu avec le récit.
S'il n'y a pas plus de questions, alors merci encore une fois Greg. Merci beaucoup de l'accueil.